on va continuer la séance de ce matin. Je suis vraiment très, très contente, très heureuse que Laure Pitti ait accepté de venir vous présenter ses travaux. Laure Pitti est sociologue, professeure de sociologie à l'université Sorbonne Paris-Nord et chercheuse à l'IRIS, l'Institut de recherche sur les enjeux sociaux. Il en manque un bout, là, non Interdisciplinaire. En santé, interdisciplinaire en santé. Oui. Non, il n'y a pas santé. Il n'y a pas santé. Il n'y a pas santé. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est l'IRIS en tout cas. Et Laure est une des grandes sociologues spécialistes des questions d'inégalité de santé. Et voilà, je lui ai demandé de bien vouloir venir aujourd'hui, intervenir aujourd'hui, parce qu'elle va nous parler de la situation en Seine-Saint-Denis et traiter, vous allez le voir, je ne vais pas en dire plus, je n'ai rien spoilé du tout, sur la question des systèmes de santé et de la réactivité des systèmes de santé en situation de pandémie dans un département qui est, j'imagine que tu vas le repréciser, un des plus touchés. Donc je trouve que c'est important, c'était sur ma dernière diapo et j'ai oublié de le dire d'ailleurs, mais ce qui nous manque aussi dans la recherche en santé publique sur les aspects sciences sociales, c'est aussi de tenir compte des enjeux de l'organisation des systèmes de santé, de la prise en charge. J'en ai un peu parlé le 3 avril dernier, mais je trouve que c'est un enjeu très important sur lequel on a peu de données. Et une des hypothèses sur pourquoi on a peu de données, c'est qu'on considère toujours que le système de santé en France est un système extrêmement performant qui nous situe parmi les meilleurs systèmes de santé au monde d'après l'OMS, mais que, bon, au-delà de ça, c'est des analyses sociologiques fines qui permettent aussi de mettre au jour un certain nombre de dysfonctionnements, et c'est ce que Laure va s'employer à faire dans cette séance. Merci beaucoup, Laure, et je te donne tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord commencer par remercier Nathalie Bajos de son invitation à intervenir aujourd'hui dans ce séminaire associé à son cycle de cours sur la production sociale des inégalités de santé dans le cadre de cette chaire annuelle de santé publique. Et je voudrais la remercier doublement. Tout d'abord du chemin qu'elle a tracé dans sa leçon inaugurale en invitant à penser et à saisir ces différences socialement produites que sont les inégalités sociales de santé sur l'ensemble de la chaîne de leur production, depuis les atteintes à la santé jusqu'aux conditions de prise en charge par le système de santé. Tu le disais le 3 avril, et donc en invitant à inclure ce système de santé dans l'analyse de la production sociale des inégalités éponymes, question cruciale et question pourtant longtemps et parfois encore écartée dans l'analyse. Je voudrais la remercier ensuite de son invitation à penser la production sociale des inégalités de santé à partir du cas de la Seine-Saint-Denis, c'était la commande, et ce faisant, à ne pas éluder la dimension spatiale de ces inégalités sociales, sans pour autant masquer cette constante de la dimension sociale des inégalités derrière la diversité des territoires, comme a longtemps tendu à le faire l'action publique en matière de réduction des inégalités de santé, qui était marquée par une relative disjonction du social et du territorial dans ces instruments. Donc les inégalités de santé, je le redis pour que ce constitue un point de départ d'accord entre toutes et tous, constituent des écarts entre groupes sociaux qui s'incarnent dans l'espace et qui sont marqués par des effets de lieu, pour reprendre à mon tour la notion de Pierre Bourdieu, qui signifie par là la retraduction de l'espace social dans l'espace physique. Non seulement ces inégalités sociales de santé sont construites par des rapports sociaux qui interagissent entre eux, mais ces rapports sociaux, et donc les inégalités qui les produisent, sont spatialisés. Il n'y a pas d'espace dans une société hiérarchisée qui ne soit pas hiérarchisée et qui n'exprime pas les hiérarchies et les distances sociales. On ne s'était pas concerté en préparant nos topos, mais on a cité tous les deux Pierre Bourdieu dans ce texte extrait de La misère du monde en 1993. Les travaux de géographes de la santé ont été précurseurs dans l'analyse de cette traduction spatiale des inégalités sociales de santé, à l'instar d'Emmanuel Vigneron qui, pour objectiver ces dimensions inextricablement socio-spatiales des inégalités de santé et d'espérance de vie, comparait dès 2011 Paris et la Seine-Saint-Denis, déjà, le long du trajet du RER B. Vous avez ici l'image
qui est extraite de son ouvrage paru en 2011, que je ne vais pas commenter, mais vous voyez bien quand même que tout ce qui est rouge, c'est de la moindre espérance de vie. Et donc plus on va au nord-ouest au nord-est de la ligne du RER B, moins la situation est favorable. Et il écrit « En moins d'un quart d'heure de trajet, le risque de mourir une année donnée augmente de 82% pour les femmes entre les arrondissements les plus aisés de Paris et le quartier du Stade de France, et de 74% pour les hommes entre le centre de Paris et la ville de La Courneuve, donc Stade de France et La Courneuve, qui sont deux lieux de la Seine-Saint-Denis. À cette espérance de vie fortement différenciée, dont l'explication réside pour une part dans la morphologie sociale de ces espaces, la Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France hexagonale. C'est un département marqué par une forte concentration de classes populaires et de minorités racisées, groupes sociaux, on y reviendra, dont les états de santé sont plus dégradés du fait des conditions de travail, Nathalie Bajos l'a souligné, des conditions de logement et des conditions environnementales, j'en dirai un mot, qui viennent s'ajouter à de très forts écarts en termes d'offres de soins. En 2011, et c'est un petit tableau qui est ici mais qui n'est pas très lisible, donc j'ai fait quelques sélections de données. En 2011, au moment où Emmanuelle Vigneron objective donc la vie, la mort dans Paris et ses banlieues le long du RER B, on comptait 5,9. Il est où le 5,9? Il est ici, mais alors si j'arrive pas à le pointer bien avec mon ordinateur, vous l'avez là, voilà. À La Courneuve-Aubervilliers, on comptait 5,9 médecins généralistes et 1,6 médecins spécialistes pour 10 000 habitants, contre 19,8 médecins généralistes et 53,4 médecins spécialistes pour 10 000 habitants dans le quartier de Port-Royal à Paris, donc pas très loin d'ici. Donc 3 fois plus de médecins généralistes et 33 fois plus de médecins spécialistes pour 10 000 habitants dans ce quartier de la Rive-Gauche que dans les communes d'Aubervilliers et de La Courneuve, 2 communes de Seine-Saint-Denis. Au début des années 2010, la Seine-Saint-Denis est en passe de devenir un désert médical urbain, un désert médical qui ne dit pas son nom au moment où Emmanuelle Vigneron fait ce travail pour une part précurseur, puisque le débat public et l'action publique réservent cette dénomination de désert médical au début des années 2010 à des espaces ruraux. Donc près de 10 ans après ce constat, on passe donc de 2011 à 2020, la pandémie de Covid-19 a mis brutalement au jour le creusement de ces inégalités, mais plus fortement encore leur caractère pluridimensionnel et la logique cumulative de leur production et de leur reproduction. Comme nous l'avons montré avec ma collègue Audrey Mariette dans l'enquête que nous avons menée sur les politiques, professions et pratiques de santé en territoire populaire, en Seine-Saint-Denis, à partir d'une commune de ce département. Donc c'est une enquête que nous avons menée de 2012 à 2017 et que nous avons reprise durant la pandémie, à distance d'abord au regard des contraintes énoncées tout à l'heure par Nathalie Bajos, puis sur le terrain durant l'été 2020 en ce qui me concerne. Au prisme de cette enquête, la Seine-Saint-Denis est exemplaire de ces 3 processus de creusement des inégalités, de caractère pluridimensionnel de ces inégalités et de logique cumulative de leur production et de leur reproduction. Donc reprojetons-nous un instant dans la première vague pandémique qui frappe la France en mars 2020. Donc le 16 mars 2020, c'était bien le 16 mars, la France est confinée. La première vague de l'épidémie s'abat sur la Seine-Saint-Denis durant la 2e quinzaine de mars. C'est très rapide. Dès le 25 mars, les premiers témoignages de professionnels de santé alertent sur l'ampleur et la force de la pandémie dans le département. Une infirmière témoigne d'un nombre de morts incalculable, je cite, le 25 mars. Le Monde écrit « Plus une seule place en réanimation dans le 93 », donc code postal de la Seine-Saint-Denis. Il titre même, dans un article où un journaliste du Monde interviewe le chef de service des urgences d'un des hôpitaux du département. Et le vendredi 3 avril, les premiers chiffres hebdomadaires
publiés à la fois par Santé publique France et par l'INSEE tombent, et ils sont sans équivoque. En une semaine, le nombre de morts a augmenté de 63% en Seine-Saint-Denis, quasiment 2 fois plus qu'à Paris. Dès le lendemain, tous les grands quotidiens nationaux titrent sur une surmortalité inquiétante en Seine-Saint-Denis, et celle-ci ne fait qu'augmenter au fil des semaines. Au 5 mai 2020, alors que la fin du confinement se profile, même s'il ne touche pas encore complètement à sa fin, les chiffres montrent que la surmortalité en Seine-Saint-Denis a augmenté de 130% en avril 2020 par rapport à l'année précédente. Vous avez ici donc la Seine-Saint-Denis qui, au 20 avril, est encore en termes de surmortalité derrière le Haut-Rhin, qui a été le premier épicentre de la pandémie en France. Mais très vite, vous allez le voir, ça va s'inverser. Cette surmortalité est plus forte que dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, et presque 2 fois plus élevée qu'à Paris. Donc, les données diffusées à l'issue de cette première vague de la pandémie montrent en fait que la Seine-Saint-Denis a connu la plus forte surmortalité de tous les départements français en mars et avril 2020, 124% par rapport à la même période en 2019, plus forte encore que celle du Haut-Rhin, donc ça s'inverse par rapport au 20 avril, quand on est plutôt fin mai. L'épidémie a frappé de plein fouet et plus fortement encore les territoires les plus défavorisés de ce département qui connaît des variations. Vous le voyez ici dans une infographie que je reprends donc, de l'INSEE qui a été relayée par l'Observatoire régional de santé qui a comptabilisé des taux de surmortalité plus élevés qu'à l'échelle du département entier dans 2 zones, 2 communautés d'agglomération. La première, Paris-Terre d'Envol, que vous trouvez ici complètement à l'est, qui connaît une surmortalité de plus de 154% par rapport à la même période l'année précédente. Et la seconde, Plaine Commune, donc Plaine Commune qui comprend les communes d'Aubervilliers, La Courneuve, le Stade de France, auquel je faisais référence sur la base du schéma d'Emmanuel Vigneron tout à l'heure, donc ont connu une surexposition de près de 169% dans cette première vague de la pandémie. Alors, un point interroge et nous a interrogés au moment où nous avons poursuivi cette enquête, c'est le fait que la population de Seine-Saint-Denis soit plus jeune qu'ailleurs dans l'Hexagone. 9 habitants de la Seine-Saint-Denis sur 10 ont moins de 65 ans. C'est 8 sur 10 dans le Haut-Rhin. Et non seulement le virus du Covid-19 a tué davantage en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs, comme vous le voyez sur cette carte, mais la pandémie a touché une population plus jeune qu'ailleurs, puisque la surmortalité des personnes de moins de 65 ans, donc personnes dont on considérait que les comorbidités étaient moins accentuées et moins dangereuses dans l'exposition au virus, donc cette surmortalité y a été plus forte que celle qu'a connue l'ensemble du territoire national, et plus forte encore que dans le Haut-Rhin, qui était le premier épicentre de la pandémie. Qui plus est, la Seine-Saint-Denis est le premier département de France hexagonale en termes de population immigrée. 30% de la population du département est immigrée, donc née étrangère à l'étranger, contre 9% en France hexagonale. Et ce chiffre est là aussi un élément contre-intuitif au regard de cette surmortalité. Nathalie Bajos l'a souligné tout à l'heure, et comme l'ont montré les travaux de Myriam Klatt, habituellement, la mortalité des populations immigrées, donc je redis des choses, mais je pense que c'est important de le souligner, à savoir des personnes nées étrangères à l'étranger, est plus faible que celle de la population dite native, donc née française de parents français en France, au moins dans les premières phases de l'arrivée en terre d'immigration. Or, ce qu'ont montré Myriam Klatt et son équipe, dans un article de Social Science and Medicine en 2022, alors on n'a pas le même schéma, mais on va dire la même chose, en reprenant leur infographie dans cet article, c'est que la première vague de la pandémie a conduit à un retournement
de cette situation, ce que j'ai appelé l'inversion pandémique, un retournement de cette situation par rapport à un effet migrant en bonne santé qui, avant la pandémie et indépendamment de la pandémie, rendait les taux de mortalité des populations immigrées inférieurs à ceux des populations natives. Là, comme vous le voyez, alors sans doute mal, mais l'Afrique subsaharienne est ici et l'Afrique du Nord est ici, ce qui donne des courbes qui montent le plus fortement ici. Donc on retrouve le même schéma configuré autrement que celui que Nathalie Bajos a projeté tout à l'heure, sont particulièrement exposés à cette surmortalité. Or, la population immigrée en Seine-Saint-Denis est majoritairement originaire du Maghreb, c'est un tiers des immigrés du département, et d'Afrique subsaharienne. Ce sont 7% des immigrés du département. Et donc, on a déjà là une première explication de cette surmortalité, mais qui peut complètement interroger par rapport à cette inversion pandémique. Au regard de cette population jeune, et beaucoup plus jeune qu'ailleurs, au regard de cette population plus fortement immigrée qu'ailleurs, comment peut-on comprendre ce qui était quand même une énigme, alors une énigme apparente, à partir du moment où on rentre dans l'analyse de la production sociale de ces inégalités de santé, mais une énigme quand même d'une population jeune surexposée au Covid-19 qui en meurt plus qu'ailleurs et d'une population immigrée dont la surmortalité s'inverse pour dépasser celle de la population native. L'explication est double. Elle réside à la fois dans le cumul d'inégalités auxquelles fait face la population de ce département, avant même la pandémie. C'est la première explication. Et la seconde, elle réside dans les mesures prises pour lutter contre cette pandémie. Donc je vais reprendre ces explications l'une après l'autre. Cumul d'inégalités auxquelles fait face la population de ce département face au logement. La population de Seine-Saint-Denis fait face à une suroccupation des logements qui est beaucoup plus accentuée qu'ailleurs en Île-de-France. La Seine-Saint-Denis concentre 22%, donc plus d'un cinquième, des franciliennes et franciliens en suroccupation, alors que sa population est d'un gros dixième de la population régionale, 13,7%. L'impossibilité de s'isoler dans ces logements suroccupés a accentué la circulation du virus, à tel point que c'est à propos de la Seine-Saint-Denis qu'on a employé pour la première fois l'expression de clusters familiaux. Le mot cluster, qui était méconnu de quiconque ne faisait pas d'épidémiologie, est devenu connu de toutes et tous. Donc cette concentration de cas, à propos de la Seine-Saint-Denis, pour la première fois, on a employé cette expression de clusters familiaux pour désigner ces logements où il était impossible de s'isoler, à la différence des logements des populations plus aisées vivant dans le centre de Paris, voire des résidences secondaires qui avaient quitté les populations du centre de Paris pour la première phase du confinement. Cumul d'inégalités en matière d'état de santé aussi, la prévalence de l'obésité, qui est un facteur reconnu de comorbidité au Covid, touche un cinquième de la population en Seine-Saint-Denis et est l'une des plus élevées en France hexagonale. La moyenne hexagonale est à 17%, on est à 20% en Seine-Saint-Denis et on est plus élevé encore dans le nord de la France. Il en est de même pour le diabète. La Seine-Saint-Denis est parmi les départements de l'Hexagone, donc exception faite des départements et territoires d'outre-mer, celui où le taux de prévalence du diabète est le plus élevé. C'est le premier département de l'Hexagone en termes de taux de prévalence du diabète. De même, enfin, pour les troubles et maladies respiratoires, autre comorbidité au virus du SARS-CoV-2, puisque dans des quartiers de la politique de la ville, qui sont très fortement concentrés dans ce département, l'exposition aux sources de pollution est plus importante qu'ailleurs et 39% de la population de Seine-Saint-Denis vit dans des quartiers dits politiques de la ville, contre 13% en Île-de-France. Deuxième explication, les mesures pour lutter contre la pandémie ont quant à elles été les mêmes qu'ailleurs. Elles ont été caractérisées par une distanciation sociale et un confinement total au domicile à compter du 16 mars, sauf pour celles et ceux que l'on a appelés les travailleuses et travailleurs clés. Alors, ces mesures, elles sont passées par la création d'unités Covid dans les hôpitaux du département, comme ailleurs,
Dans un second temps, par la création de centres Covid en ambulatoire, c'est-à-dire en médecine de ville, pour accueillir les patientes et patients potentiellement contaminés par le virus, mais sans en présenter de symptômes graves qui auraient nécessité une hospitalisation. Et enfin, avec des tests de cas suspects dans les laboratoires du département et des campagnes plus tard de vaccination avec un dispositif dit de vaccinodrome commun pour toute la région Île-de-France, en l'occurrence au Stade de France. Donc c'est ici que réside la seconde explication à la surmortalité subie par la population de Seine-Saint-Denis du fait de la pandémie. Des mesures identiques pour lutter contre des situations différenciées creusent nécessairement les écarts et accentuent les pertes de chance de vivre en bonne santé, perte de chance de ne pas être exposé au virus pour la population d'un département déjà inégalement traité par rapport au reste de l'Hexagone, comme l'avait mis en évidence dès 2018 un rapport parlementaire des députés François Cornu-Gentil et Rodrigue Cocuendo sur, je cite, « l'évaluation de l'action de l'État dans l'exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis ». Dans ce rapport, les deux députés ont travaillé sur l'école, la police, la justice, mais pas sur cette autre mission régalienne qu'est la santé. La distanciation sociale est un des exemples de ces mesures en apparence neutres aux effets profondément inégalitaires. 52,7%, donc plus de la moitié des salariés du département, en temps normal, prennent les transports publics pour aller travailler. Et qui connaît un peu la ligne 13 du métro parisien, c'est que lorsque l'on l'emprunte, elle n'est absolument pas synonyme de distanciation sociale. Ils ont continué à les prendre durant la crise sanitaire, donc effectivement avec une moindre suroccupation de cette fameuse ligne 13, néanmoins avec une proximité dans ces transports. On comptait en effet 75 000 travailleuses et travailleurs clés en Seine-Saint-Denis, concentrés pour l'essentiel dans des emplois exposés au public. Et on retrouve ici l'importance des conditions de travail, et pas simplement de la catégorie socio-professionnelle, mais des postes occupés. En Seine-Saint-Denis, il s'agit de caissières et de caissiers, de facteurs et de factrices, de livreurs, d'agentes de nettoyage et d'agents des transports en commun. La part représentée par ces travailleurs et travailleuses clés parmi l'ensemble des actifs et actives du département est la plus élevée de toute l'Île-de-France. Un actif sur 8 est un travailleur dit indispensable en Seine-Saint-Denis, tandis que c'est un actif sur 14 à Paris. Donc ces habitantes et habitants de Seine-Saint-Denis qui ont plus qu'ailleurs travaillé pendant le premier confinement et ont moins qu'ailleurs pu s'isoler dans leur logement pour éviter les contaminations intrafamiliales, ont aussi été moins testés et moins pris en charge par les établissements de santé, alors qu'elles et ils étaient plus susceptibles, on leur a montré, de développer des formes graves en raison de leurs conditions de vie et de travail en milieu urbain. Donc, comprendre la reproduction de ces inégalités socio-spatiales de santé impose dès lors, en suivant l'invitation faite par Nathalie Bajos dans sa leçon inaugurale, à adopter une perspective systémique, remettant en cause la logique de responsabilisation individuelle, donc impose d'explorer le rôle joué par le système de santé lui-même, autrement dit, par l'offre de soins à l'échelle des territoires et par la qualité des soins. En France, le système de santé se caractérise par deux principaux canaux de l'accès aux soins, la médecine dite de ville ou ambulatoire d'une part, et l'hôpital d'autre part, ce dernier ayant théoriquement pour mission des prises en charge complexes. Au regard du fonctionnement actuel des urgences hospitalières, on voit que cette mission est désormais toute théorique, puisque les urgences hospitalières sont un des lieux de recours aux soins des personnes qui ne peuvent pas avoir accès à un médecin traitant. En tout cas, cette dichotomie ville-hôpital se double d'une dichotomie privée-publique, la médecine de ville étant historiquement et majoritairement libérale en France, donc privée, alors que l'hôpital est public, ou essentiellement public, parce que les choses sont plus complexes que ça. Le caractère libéral de la médecine de ville joue pour une large part sur les conditions économiques d'accès aux soins. Les médecins libéraux sont en effet liés par des tarifs de convention à la sécurité sociale, depuis un décret de 1960.
Sécurité sociale qui rembourse aux usagères et usagers du système de santé le coût des actes conventionnés, mais qui ne rembourse pas tout ce qui dépasse ce tarif. Donc l'enjeu, c'est d'avoir accès à des médecins conventionnés, dits de secteur 1, puisque tout ce qui dépasse ce tarif dans ce qu'on appelle le secteur 2 à honoraires libres n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Depuis une vingtaine d'années, dans un contexte de démographie médicale déclinante, comme l'ont montré les travaux de Marc-Olivier Desplaudes, le caractère libéral de la médecine de ville joue aussi très fortement sur l'inégale répartition spatiale des soignants et soignantes sur le territoire national, la liberté d'installation constituant l'un des principes majeurs de cette médecine libérale. La notion de déserts médicaux s'est ainsi généralisée en France depuis une vingtaine d'années, d'abord pour désigner les espaces ruraux, je le disais, mais plus largement pour désigner les espaces sous-dotés en soignantes et soignants et en ressources sanitaires. Ces déserts médicaux, un temps ruraux, sont désormais urbains et concernent tout particulièrement les marges urbaines, ceux que j'ai nommés les quartiers politiques de la ville. Et c'est ce que la pandémie de Covid a pleinement révélé à propos de ce désert médical urbain qui est devenu la Seine-Saint-Denis ces 15 dernières années. La pandémie a aussi mis au jour crûment la contribution du système de santé à la reproduction des inégalités sociales éponymes dans ces espaces urbains relégués et leur amplification en contexte critique. Je voudrais prendre certaines images pour vous montrer ça maintenant. Lors de la première vague pandémique, la Seine-Saint-Denis d'abord figurait au bas de la liste des départements d'Île-de-France pour le nombre de tests réalisés pour 10 000 habitants. À la mi-avril, au moment même où, je vous le disais tout à l'heure, la courbe augmentait considérablement et que la surmortalité dans ce département était déjà connue. À l'échelle de la commune de Seine-Saint-Denis, où j'ai plus particulièrement enquêté, les habitantes et habitants, bien que plus touchés par la pandémie, ont été moins testés dans la première vague, durant laquelle, il faut se rappeler, les tests étaient limités aux laboratoires médicaux. On ne pouvait pas y avoir accès en pharmacie, comme ça a été le cas plus tard. Moins testés, ils ont eu aussi moins de chances d'être correctement pris en charge dans les hôpitaux du département. S'ils développaient une forme grave de Covid, vous avez ici en rouge la Seine-Saint-Denis, en gris la France entière et en vert la Moselle, que j'ai choisi parce que c'est le département le plus rural du Haut-Rhin, qui était l'autre épicentre de la pandémie et le premier épicentre avant que la surmortalité de la Seine-Saint-Denis prédomine. Les capacités d'accueil en réanimation, qui ne sont pas ici sur le graphique, au moment où s'abat la première vague pandémique en France, sont de 13 lits pour 100 000 habitants en Seine-Saint-Denis, contre 23 lits pour 100 000 habitants dans les Hauts-de-Seine et 35 lits pour 100 000 habitants à Paris. Plus largement, la sous-dotation en structures sanitaires a constitué un facteur aggravant à l'inégalité des vies en temps de pandémie. Vous le voyez ici sur la base de différents indicateurs en matière de ressources sanitaires. La Seine-Saint-Denis a ici 97,8 lits d'hôpitaux publics en médecine pour 100 000 habitants. C'est une sous-dotation de 37% par rapport à la moyenne nationale que vous avez ici. Au-delà des prises en charge hospitalières, les autres indicateurs en matière de ressources sanitaires attestent aussi du déficit que subit ce département populaire, avec 97,3 ici médecins généralistes pour 100 000 habitants en 2018. Le département a 25% de médecins généralistes en moins que la moyenne en France, qui est ici à 131,3. Donc on a les données 2018 qui ont été sélectionnées parce qu'en amont de la vague pandémique. Enfin, durant les 5 années qui ont précédé la pandémie, le nombre de lits hospitaliers, mais aussi de médecins généralistes pour 100 000 habitants, ce que vous avez ici sur ce graphique, a plus baissé en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs. Vous le voyez, la Seine-Saint-Denis est en rouge, la Moselle est toujours en vert, la France hexagonale est en bleu clair et la France entière, donc dom-tom inclus, en bleu foncé. On a une baisse ici du nombre de médecins généralistes pour 100 000 habitants qui est de 2 fois plus accentuée qu'à l'échelle de la France hexagonale et qui a continué à s'accroître depuis 2018.
Pour autant, ce constat n'est pas propre à la Seine-Saint-Denis, il est plus largement emblématique de ce qui se joue dans les quartiers populaires relégués en matière de santé. Sur l'un des autres terrains sur lesquels je mène l'enquête durant la pandémie, dans le cadre d'un programme de recherche sur les métamorphoses de la médecine sociale dans les quartiers populaires que je mène depuis quelques années, en l'occurrence dans les marges urbaines d'une grande ville, cette fois-ci de la moitié sud de la France, que je ne nommerai pas, mais où les médecins sont beaucoup plus nombreux. On compte en 2020 92,8 médecins en moyenne pour 100 000 habitants dans ces quartiers relégués, soit 39% de médecins généralistes en moins que la moyenne nationale et 17,5% de médecins généralistes en moins que le reste de la ville. Donc, je prends cet exemple pour vous montrer que la Seine-Saint-Denis est aussi emblématique de ces quartiers relégués, quartiers classés de la politique de la ville, dont la pandémie a mis au jour la spatialisation des inégalités sociales de santé. En 2021, 86% des 1514 quartiers politiques de la ville ne disposaient d'aucune structure de soins de premier recours, qu'il s'agisse de maisons de santé pluriprofessionnelles ou de centres de santé mono- ou pluriprofessionnels dans leur périmètre. Alors que les états de santé des habitants de ces quartiers sont plus dégradés qu'ailleurs. Vous en avez ici quelques indications. En termes de prévalence du diabète, donc on est là au-delà de la Seine-Saint-Denis, mais sur l'ensemble des quartiers politiques de la ville du territoire français. La prévalence du diabète est de 7 points de pourcentage supérieur par rapport à la moyenne nationale, et en même temps du double en quartier politique de la ville par rapport à la population à l'échelle nationale, la population diabétique. Celle des maladies cardiovasculaires, ici, avec 3 points de pourcentage d'écart, et une hypertension artérielle qui était un facteur de comorbidité important pour la pandémie de Covid-19. Et enfin, l'asthme, qui est aussi 2 fois plus important dans les quartiers politiques de la ville qu'à l'échelle nationale, donc ici. Asthme qui est très fortement lié à l'état des logements, souvent insalubres ou pour beaucoup humides, ce qui est un facteur aggravant de l'asthme. Donc cette sous-dotation en ressources sanitaires a aggravé les inégalités de prise en charge pour des habitantes et habitants de Seine-Saint-Denis et plus largement de ces marges urbaines dont vous avez ici la mention, dans le contexte de la pandémie et de lutte contre la pandémie. On peut mesurer cette aggravation des inégalités de prise en charge au taux également des personnes vaccinées. Au 26 décembre 2021, donc là on est beaucoup plus loin que la première vague, on est à la fin de la deuxième, troisième. La population de la ville de Seine-Saint-Denis, sur laquelle nous avons, avec ma collègue Audrey Mariette, particulièrement enquêté dans le programme que je vous ai présenté en début de communication, est vaccinée à moins de 60%. Elle est moins vaccinée que celle du département. Donc cette ville fait partie de la communauté d'agglomération de Plaine Commune, qui a été particulièrement touchée par la pandémie. Elle est moins vaccinée que le reste du département. Elle est bien moins vaccinée que la région Île-de-France, qui a 73,5% de sa population vaccinée, ou encore de la France entière, qui a 76,7% de sa population vaccinée. Or, un vaccinodrome a été mis en place sur le département de Seine-Saint-Denis, dans le Stade de France, vaccinodrome dont les pouvoirs publics se sont très rapidement rendus compte qu'ils vaccinaient les populations parisiennes, pour l'essentiel, avant de vacciner les populations séquano-dionysiennes. L'absence de médecins traitants pour les populations de ce département, mais plus largement des quartiers politiques de la ville, le caractère enclavé de certains quartiers, les inégalités de couverture sociale. Nathalie Bajos parlait tout à l'heure de la C2S et de donc la couverture santé solidaire et de l'aide médicale d'État, l'AME. La marginalité urbaine joue clairement comme des entraves à la vaccination. On peut aussi la mesurer donc, au risque de retard de prise en charge, cette perte de chance. Donc je reprenais là et je vais aller beaucoup plus vite. L'étude parue il y a quelques jours, signée de Diane Naouri, Mathieu Jam et Albert Vuagna, donc pour l'adresse, patients en soins critiques
pour le Covid-19, qui a donc documenté l'impact des inégalités sociales au sein de la population des patients admis en réanimation pour un état pathologique sévère. Étude particulièrement importante car impact sur ces populations peu documenté jusqu'alors. Donc Nathalie Bajos le soulignait, les personnes vivant dans les communes les plus défavorisées ont un risque de décès à l'hôpital plus important, et en ce qu'elles sont exposées à un risque, au risque de retard de prise en charge, soit qu'elles arrivent plus tard, du fait effectivement d'une culture somatique, pour reprendre l'expression de Luc Boltanski dans un article de 1971, qui est socialement distribuée de manière très différente entre classe populaire, classe moyenne et classe supérieure, mais aussi du fait d'une absence de médecins traitants. Et on sait aujourd'hui que pour être hospitalisé, il faut absolument avoir l'appui d'un médecin traitant qui suive le processus d'hospitalisation. Donc là encore, on est sur des facteurs structurels, sur des facteurs systémiques et pas uniquement sur des facteurs individuels. De même, les patients bénéficiaires de la C2S ou de l'aide médicale d'État, donc aide médicale d'État pour des étrangers en situation irrégulière avec plus de 3 mois de séjour en France, ont une probabilité plus faible de transfert en unité de soins de suite et de réadaptation après ces soins critiques. Donc ces effets de système conduisent à penser le travail de soins non pas seulement comme une relation, on parle généralement de la relation de soins, mais comme un rapport social où s'imbriquent des modes d'organisation des soins, notamment en termes de répartition spatiale, de division entre ville et hôpital, de division entre secteur public et secteur privé, qui aboutissent à une hiérarchie des clientèles sociales, pour reprendre l'expression d'Antoinette Chauvenet, qui le soulignait dès 1978 dans un texte et un ouvrage qu'on lit trop peu, à mes yeux, encore aujourd'hui. Hiérarchie des clientèles sociales, hiérarchie aussi des filières de soins, et effet de contexte que la pandémie de Covid-19 incarne tout particulièrement. C'est l'ensemble de ces logiques cumulées qui m'a conduite, comme d'autres, à user non pas seulement de la notion de pandémie pour analyser ce qu'on a appelé la crise sanitaire de Covid-19, mais de celle de syndémie, au sens que l'anthropologue Meryl Singer donne à cette notion, forgée au milieu des années 90, pour désigner, je cite, une relation dynamique entre deux ou plusieurs maladies épidémiques. Donc la syndémie, c'est une relation dynamique entre deux ou plusieurs maladies épidémiques ou d'autres problèmes de santé, d'une part, et le contexte socio-environnemental qui favorise leur interaction, d'autre part. Donc c'est une relation dont cet anthropologue souligne que ne rendent pas compte des notions plus anciennes et culturellement significatives comme les fléaux ou des concepts existants et largement utilisés d'épidémie, de pandémie, que j'ai utilisé moi aussi, ou d'endémie, ou encore les nouveaux concepts biomédicaux comme ceux de comorbidité. La notion, ou même le concept de syndémie, est à mes yeux particulièrement important parce qu'il amène à inclure l'organisation du système de santé dans ce contexte socio-environnemental qui favorise les interactions délétères entre des maladies chroniques dont la prévalence est déjà plus forte en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs, et une syndémie donc, qui s'y est répandue plus durement qu'ailleurs dans l'Hexagone, ce qui constitue une grille d'analyse particulièrement heuristique en contexte critique, notamment pour mettre au jour ce que les sociologues et historiennes et historiens Jean-Paul Godillère, Caroline Isambert et Paul-André Juven ont appelé les formes plus systémiques et infrastructurelles de triage. Cette notion de triage a été beaucoup commentée pendant la première vague de la pandémie. Triage qui découle de formes inscrites dans l'organisation même de notre système de santé. Enfin, saisi à partir du cas de la Seine-Saint-Denis et plus largement de ces espaces urbains relégués que sont les quartiers dits prioritaires de la politique de la ville, la pandémie a mis aussi au jour ce que j'ai appelé la transformation des mondes de la santé à l'épreuve des crises par les mutations qu'elle a provoquées ou accélérées en matière de gouvernement métropolitain de la santé, selon l'expression de Marina Honta,
gouvernement métropolitain de la santé, désignant la prise en charge de l'organisation des soins à l'échelle des collectivités territoriales et des villes. Collectivités territoriales et villes qui n'ont pas de compétences en matière de santé, les compétences en matière de santé étant des compétences régaliennes liées à l'État central. En France, les soins dits de premier recours, donc ce qu'on appelle aussi les soins primaires, qui recouvrent la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement des maladies et des affections courantes, selon la définition qu'en donne l'Organisation mondiale de la santé en 1978, sont en grande partie assurés en ville par des médecins généralistes ou par des infirmiers et infirmières, en majorité libéraux et libérales. Et le rôle de ces médecins généralistes a été renforcé ces 20 dernières années, de même que ce qu'on a appelé la territorialisation des politiques de santé, qui a participé à accroître le rôle dont est investie désormais l'offre de soins de proximité. Exemple, il faut aller voir son médecin traitant pour avoir accès à un spécialiste. Il faut désormais passer plutôt par son médecin traitant pour avoir accès durablement aux urgences. Des cas dans l'enquête que nous avons menée le montrent. Or, la pandémie de Covid-19 en France a, en particulier durant sa première vague, révélé le paradoxe de cette configuration d'action publique, puisque, en dépit d'un virage ambulatoire prôné par les politiques de santé, virage ambulatoire qui a d'ailleurs souvent servi de justification au regroupement ou à la fermeture de nombreux services hospitaliers, il y a eu de gros débats sur les maternités, mais pas uniquement. Au moment de la pandémie, c'est l'institution hospitalière qui, dans ce contexte de crise, a été au centre du débat public et au centre de l'attention des pouvoirs publics. Et donc, la pandémie de Covid-19 a révélé la permanence du caractère hospitalo-centré de l'organisation des soins en France, mais elle a révélé aussi ce que les sociologues Pierre-André Juven, Fanny Vincent et Frédéric Pierru ont appelé le mirage du virage ambulatoire, conduisant à interroger l'effectivité de cette territorialisation de la santé, où les villes n'ont pas ou très peu de moyens, de compétences réglementaires en matière de santé. On l'entend particulièrement en ce moment dans le débat autour des enjeux de, non pas restriction, mais régulation, dirons-nous, de la liberté d'installation. Si l'on scrute l'organisation des soins de ville au début de la pandémie de Covid en France, l'absence de régulation nationale et la force des bricolages locaux qu'a montré notre enquête et qu'a montré d'autres enquêtes à l'échelle locale, mais on l'a vu particulièrement en enquêtant sur la Seine-Saint-Denis, est un trait qui apparaît comme saillant, souvent à l'échelle d'un quartier, d'une commune ou de quelques collectivités territoriales de Seine-Saint-Denis, comme celle que j'ai citée tout à l'heure. À l'aune de l'enquête que j'ai menée, que j'ai reprise à l'été 2020 sur l'organisation des soins et la prise en charge sanitaire des habitants d'un quartier de la politique de la ville, dans le cadre d'une enquête qui a été coordonnée par ma collègue Cécile Fournier et qui s'intitulait à l'IRDES, donc Cécile Fournier, sociologue et médecin de santé publique, et qui s'intitulait Exercice coordonné en soins primaires face à l'épidémie de Covid-19 ou EXECO 2. Donc à l'aune de cette enquête, 3 conclusions se dégagent de ce qui a pu être organisé en médecine de ville et hors hôpital pour la prise en charge de ces populations. En premier lieu, l'organisation des équipes de soins primaires face au Covid a mis en exergue le rôle de collectifs de travail préexistants, déjà éprouvés, plus que des instruments d'action publique qui étaient conçus pour accompagner les médecins généralistes, notamment des points réguliers avec les agences régionales de santé, dont l'enquête montre le caractère peu efficace, je cite. Dans un des quartiers périphériques de la ville où j'ai enquêté, c'est une partie de l'équipe du centre de santé associatif à but non lucratif qui s'est organisée, quelques médecins généralistes, la directrice du centre, la coordinatrice, une médiatrice de santé, qui étaient habitués à travailler ensemble, rodés aux réunions de coordination pluriprofessionnelle, qui sont des choses rares dans l'organisation de la médecine de ville et qui sont des choses particulièrement importantes en situation de crise pandémique. Ils se sont organisés pour assurer le suivi des patients à l'échelle du quartier. Et ces équipes, que j'ai retrouvées là, mais qu'on retrouve dans d'autres quartiers politiques de la ville, ont non seulement assuré la continuité des soins à l'échelle du quartier, en lien notamment avec les pharmacies de proximité, qui ont joué un grand rôle, mais ils ont assuré l'unique continuité des soins dans le quartier où j'ai enquêté. Les autres cabinets médicaux de médecins libéraux avaient tous fermé durant la pandémie.
Le centre de santé, donc, qui était le seul lieu accessible, en même temps que d'autres services publics locaux avaient fermé, a assuré de fait une mission de service public. Et ce constat met au jour l'enjeu des instances de formation et des matrices de socialisation des soignants au travail coordonné de ce type. Socialisation des soignants qui repose, il faut le dire, davantage sur des configurations locales, sur des initiatives individuelles, on pourra y revenir si on a le temps d'en discuter, qu'il n'est inscrit et enseigné dans la formation des futurs médecins. Une enquête de collègues toulousains a montré que durant les 2 premiers cycles de médecine, c'est-à-dire aujourd'hui dans les 5 premières années de médecine, les étudiants en médecine, dont on sait combien ils ont de travail d'incorporation des savoirs, ont 6 heures au total de cours sur les inégalités sociales de santé et aucune information sur les modalités alternatives d'organisation des soins que peuvent être les modalités coordonnées en libéral du type maison de santé pluriprofessionnelle ou en salarié du type centre de santé. Une deuxième conclusion peut être tirée quant à ce que les inégalités sociales de santé font aux équipes de soins primaires en quartier populaire. Elles mettent ces équipes en position donc d'être des acteurs relais d'une mission de service public, alors que celles-ci sont constituées d'acteurs privés à but non lucratif, quand il s'agit de centres de santé, lucratif quand il s'agit de maisons de santé pluriprofessionnelles. Et on voit bien que cette porosité des frontières entre acteurs publics et privés caractérise ce gouvernement métropolitain de la santé, qui est encore une fois variable selon les configurations locales, ce qui n'est pas sans interroger l'enjeu de la santé comme bien commun, si ces variations dépendent de l'engagement des équipes localement et avec des très fortes variations. Enfin, troisième et dernière conclusion, ces acteurs de soins, professionnels de santé et du social, dans une acception extensive du travail de soins, entremêlés des fonctions de cure, donc de soins au sens traditionnel du terme, et de care, de prendre soin, en rendant visite aux personnes isolées dans leur logement, en réglant des problèmes qui n'avaient rien à voir avec le travail médical habituel, et s'appuyant sur des instruments qui étaient des instruments informels et encore une fois pas des instruments forgés par l'action publique, notamment des regroupements informels à l'échelle des territoires qui n'étaient pas sans rappeler les réseaux forgés durant une autre pandémie, celle de VIH-Sida durant les années 80. Et la pandémie de VIH-Sida est une autre des matrices de ce gouvernement métropolitain de la santé, plusieurs décennies avant, qui conduit à penser les configurations et les reconfigurations de ces figures urbaines de la santé publique, pour reprendre une expression de Didier Fassin dans un ouvrage de 1998, dans une chronologie plus longue que celle de la seule pandémie ou syndémie de Covid-19, qui montre que les inégalités sociales de santé et que la politisation de la santé comme enjeu de justice sociale est consubstantielle de ces moments syndémiques. Pour conclure, parce que j'ai un peu dépassé les 40 minutes qui m'ont été données, la pandémie de Covid-19 a constitué, ce faisant, un révélateur et un accélérateur momentané des transformations, justement, de ce que Didier Fassin a appelé les figures urbaines de la santé publique, via la mise en place de dispositifs fondés sur un principe d'équité, dit aussi d'universalisme proportionné, pour reprendre la catégorie forgée par Michael Marmot. Donc, catégorie d'universalisme proportionné qui désigne un principe d'équité dans la correction des inégalités plus qu'un principe d'égalité arithmétique et d'universalisme abstrait dans le cadrage de la correction des inégalités. J'en prendrai un exemple, celui de l'expérimentation qui a été lancée dans le Ségur de la santé. Donc, le Ségur de la santé, c'est ce moment de rencontre entre les acteurs du système de santé et les pouvoirs publics qui débute en mai, se poursuit en juin et se termine en juillet 2020 et qui énonce un certain nombre de conclusions dont l'une d'entre elles, la 12e de mémoire, était de trouver les moyens effectifs de lutter contre les inégalités sociales de santé à l'intérieur du système de santé. Ces moyens ont résidé dans l'expérimentation de 26 structures qui se sont appelées d'exercices coordonnés participatifs, structures qui mobilisaient et qui mobilisent encore aujourd'hui, donc 26 à l'échelle du territoire national. La Seine-Saint-Denis en compte 3.
sur les 26. Donc ces structures mobilisent différents groupes professionnels des mondes du soin, des médecins, des infirmiers et infirmières, mais aussi des coordinateurs de santé, des médiateurs de santé, groupes professionnels non encore pleinement reconnus, mais dont le rôle est particulièrement important comme maillon entre la population et le système de santé, mais aussi comme maillon entre l'organisation des soins et la protection sociale. Ces 26 structures, elles ont été expérimentées dans les quartiers dits politiques de la ville autour de l'objectif d'une correction des dimensions structurelles des inégalités de santé, sur le modèle des centres de santé dites communautaires qui sont longtemps restés très marginaux en France alors qu'ils étaient fortement développés au Québec par exemple. Reste que cette expérimentation, donc, qui a été lancée, préparée à l'automne 2020, lancée en 2021, qui devait initialement durer jusqu'en décembre 2023, qui a été prolongée jusqu'au 30 avril 2025. Donc on est juste là dans la fin de cette expérimentation, laisse complètement pendante et en suspens, puisque c'est une expérimentation, la traduction durable dans le droit commun de ces dispositifs de correction des inégalités et ce faisant de conception de la santé comme bien commun. La lutte contre les inégalités sociales de santé reste donc un enjeu politique plein et entier. Et de cet enjeu, les espaces comme la Seine-Saint-Denis sont aussi un laboratoire. Je vous remercie de votre attention.